j'ai des questions. Je vais développer tout cela, professeur Fontanet. Mais question, est-ce que vous pensez qu'à l'automne 2021, nous vivrons, si toutes ces conditions sont remplies, est-ce qu'à l'automne 2021, nous retrouverons une vie normale? Alors je dirais, si je sais que vous êtes optimiste. Si on arrive à vacciner, je vais donner un chiffre comme ça, oui. 80-90% des Français, parce qu'il faut quand même tenir compte que ces vaccins ne sont pas 100% efficaces, on aura une couverture telle qu'on peut tout à fait logiquement penser qu'on reviendrait à une vie normale. À l'automne 21 seulement. À l'automne 21 seulement, et 80-90% des Français, c'est un objectif extrêmement ambitieux compte tenu de la défiance qui existe aujourd'hui vis-à-vis des vaccins. Alors je vais vous poser des questions basiques que tout le monde se pose. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade? Non. Vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade. On sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. C'est très important ce que vous dites, parce qu'il va y avoir des gens vaccinés qui vont tomber malades. Oui. Pour certains d'entre eux, peut-être même mourir de la maladie. Oui. La protection n'est que de 90%. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus? Possiblement, vraisemblablement. C'est pour l'instant ce que les modèles singes... Donc je me ferai vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus? On ne sait pas encore. Sur les essais de Moderna et Pfizer, le critère d'évaluation principal était de ne pas faire une forme clinique, mais il est tout à fait possible que les gens avaient du virus dans le nez, par exemple, et pouvaient être contagieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez les singes chez qui ces vaccins ont été testés. Les singes ne faisaient pas de forme clinique grave, mais ils avaient du virus dans les fosses nasales et pouvaient donc transmettre. Donc il est possible que ces vaccins empêchent les formes graves sans empêcher la transmission. Alors, je me fais vacciner, combien de temps serais-je protégé? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Les réponses immunitaires telles qu'elles ont été mesurées jusqu'à présent en phase 2 ont l'air d'être robustes. On peut, par analogie avec des autres vaccins, penser que ça va être au moins 1 an. L'idéal, finalement, ce serait qu'on retrouve, enfin quand je dis l'idéal, un des scénarios plausibles serait qu'on se retrouve dans la situation de celui du vaccin de la grippe, où vous avez un vaccin qu'il faut répéter régulièrement, pour d'autres raisons avec la grippe, parce que le virus de la grippe change un petit peu chaque année. Mais admettons que cette fois-ci, ce soit parce que l'immunité ne soit pas pérenne sur la durée. Donc on aurait une population qu'on appelle des gens fragiles, qui sont à peu près les mêmes que pour ceux de la grippe d'ailleurs. Et cette population serait revaccinée tous les ans contre le coronavirus. C'est un scénario plausible. Et ça empêcherait le virus de circuler. Alors ce virus pourrait muter. Il pourrait muter pour échapper au vaccin. Alors, il pourrait muter pour échapper. Alors, il mute par accident, mais il se pourrait qu'une mutation aléatoire le rende effectivement, je ne dis pas résistant au vaccin, mais en tout cas suffisamment différent pour que le vaccin marche moins bien. C'est possible. Pour l'instant, ce virus a muté peu, moins que ce qu'on attendait. C'est 2 mutations par mois. Un virus de ce type, on s'attendait à ce qu'il soit quand même plus... quand il arrive en espèce humaine, il aurait dû changer un peu plus. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. On a aujourd'hui... Il a peu changé, donc. Il a peu changé. On a aujourd'hui un système de surveillance des séquences du virus dans le monde qui est absolument unique. Parce qu'on est capable de séquencer les virus beaucoup mieux qu'il y a 5 ou 10 ans, et que tout ça est partagé sur une base de données commune qui permet de suivre en temps réel les mutations de ce virus dans le monde entier. Donc peut-être il faudra adapter les vaccins à des mutations. Si je vous écoute bien, il va falloir vacciner obligatoirement, j'emploie le mot obligatoirement, le personnel des EHPAD par exemple, ou les personnes les plus fragiles. Alors, vous avez bien compris que la vaccination ne serait pas obligatoire, c'est ce que le président de la République a annoncé. Généralement obligatoire. Mais ce qui est très important, c'est qu'on arrive effectivement à des taux de couverture vaccinale très élevés, si on veut le retour à la vie normale. C'est l'enjeu. On peut décider autrement. Vous avez promis ça pour l'automne 2021. Mais on va suivre, on va suivre. Ça, je suis pas sûr, j'espère. Et c'est l'enjeu, tout l'enjeu est là, en fait. L'enjeu, il est à 2 niveaux, et je vais vous expliquer pourquoi. L'enjeu, il est au niveau individuel, il est au niveau collectif. Au niveau individuel, il y a ce qu'on appelle un bénéfice-risque à se faire vacciner. Et si vous avez plus de 65 ans, si vous avez des comorbidités qui font que si vous étiez infecté par ce nouveau coronavirus, vous êtes à risque de complications. Votre bénéfice-risque, il est évident. Vous allez vous faire vacciner parce que vous serez protégé d'une maladie qui, si vous étiez infecté, a un risque de hospitalisation et de décès qui est très élevé. Vous faites votre calcul, les effets indésirables sont très rares. Je me fais vacciner. Ce qui va être plus dur,
c'est convaincre de vacciner les gens qui eux-mêmes, plus Les jeunes, jeunes, par exemple, notamment, les oui. jeunes, Bien sûr. se disent quel est mon bénéfice à me faire vacciner. Si je suis infecté, mon risque de complication est très peu élevé. Et puis, il va y avoir des effets indésirables, y compris des effets Il y indésirables aura graves. des effets indésirables. Il y a toujours des effets indésirables. Et les fameux adjuvants dont Alors, tout le monde a peur. oui, mais là, ils n'ont pas nécessairement plus. Enfin, c'est pas Oui. à cause des adjuvants qu'on a nécessairement des effets indésirables graves. Oui. Mais tout vaccin comporte un risque d'effets indésirables graves. Le problème, c'est que ces effets sont très rares. Si je prends par exemple ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré, vous savez, c'est ces paralysies périphériques qui font que Oui. vous ne pouvez plus bouger. À la fin, vous avez du mal à respirer. La moitié des gens vont en réanimation. 5% décèdent. C'est un effet indésirable grave. Il est estimé, après le vaccin de la grippe, 1 pour 100 000. Si vous vaccinez 50 millions de Français, vous allez avoir 500 Guillain-Barré associés à ce vaccin, qui vont faire la une des journaux une fois de Effet plus. loupe. Vous allez dire, ça y est, 500 personnes ont fait un syndrome de Guillain-Barré alors qu'ils ont, à cause du vaccin. Donc- Mais, c'est là que c'est important. Alors, L'important, c'est Oui. que si vous laissez 50 millions de personnes non vaccinées, vous en aurez 25 millions qui vont faire l'infection par ce nouveau coronavirus. Et à un taux de 5 pour 1000, ça vous fait 250 000 morts. Donc vous avez 500 Guillain-Barré, dont 5% vont mourir, 250 000 morts. Et c'est ça le bénéfice-risque. Pour des gens qui sont jeunes et qui ont très peu de risques, une fois de plus, les effets indésirables graves, et je préfère dire qu'il va y en avoir, parce que quand il y en aura et qu'ils seront annoncés, c'est quelque chose qui est assumé. Encore que pour l'instant, il n'y en a pas eu. 40 000 personnes ont été vaccinées avec les vaccins de Pfizer et Moderna sans avoir fait d'effets indésirables graves. Mais là, je parle de quelque chose de 1 pour 100 000. Donc, c'est des choses qui vont arriver, qu'on assume. Mais c'est parce qu'on aura atteint cette immunité collective, c'est parce que tout le monde se sera fait vacciner que l'on pourra revenir à la vie normale. Donc, pour les jeunes qui se posent la question pour eux, c'est est-ce que j'assume ce risque qui est très faible, parce que je veux revenir à une vie normale. je comprends. Je veux réouvrir les bars, les restaurants, les stades et reprendre ma vie d'avant. Et c'est ça l'enjeu. Un risque individuel pour les personnes qui ont des complications, une immunité collective qui nous permet de revenir à la vie normale pour l'ensemble de la population, y compris ceux qui auraient un risque très faible de faire une complication de ce nouveau coronavirus. Alors je rappelle, professeur Fontanet, que vous êtes membre du Conseil scientifique. J'ai une question aussi que beaucoup se posent et beaucoup hésitent à se faire vacciner tout de suite. Pourquoi ? Parce que certains se disent les premières personnes vaccinées seront des cobayes. Est-ce que les premières personnes vaccinées seront des cobayes ? Alors, des cobayes dans ce sens-là, il y en a déjà eu 40 000 pour les vaccins avec ARN messager. Oui. C'est la première fois qu'on utilise ce type de vaccin. Pour l'instant, sur ces 40 000, il n'y a pas eu d'effet indésirable grave. Ils ont fait ce qu'on fait après des vaccins, c'est-à-dire vous avez une petite douleur, une petite tuméfaction, un peu de frisson, un peu de fièvre. Ils l'ont eu de façon modérée, typique pour un vaccin. Donc les premières personnes à se faire vacciner ne seront pas les premiers cobayes. Il y a déjà eu, j'aime pas beaucoup ce terme dans ce contexte, puisque ce sont des volontaires qui participent à ces bien essais. sûr, oui, mais... Mais non, on aura déjà du recul. Ceci dit, je suis d'accord avec vous, par rapport à un vaccin, pour être tranquille par rapport à ces fameuses complications dont je vous parlais, ce syndrome de Guillain-Barré, il faut attendre 2 mois. Donc, ces gens-là auront été vaccinés, ont reçu leur deuxième dose mi-novembre. À la mi-janvier, on aura eu les 2 mois de recul et on saura à ce moment-là s'il y a ce type d'effet qui, une fois de plus, reste rare. J'en parle parce que ça va arriver et quand ça fera la première page des journaux, c'est important qu'on puisse dire on le savait. Mais c'est quelque chose qui est rare et en mi-janvier, on saura quelle est la fréquence de ce type d'effet. Est-ce que certains vaccins pourront être moins efficaces sur certaines personnes ? Sans doute, sans doute. Alors, on va avoir plusieurs vaccins et ça va être une difficulté. Et oui, on a déjà 3 vaccins. On en aura probablement 4 plus. avec le russe. On en aura probablement plus. On en aura plus. Mais ça, c'est de la bonne... Comment choisir tel ou tel vaccin ? Est-ce qu'on choisira tel ou tel vaccin, professeur ? Alors, la question, c'était... C'était important que l'on se positionne sur plusieurs vaccins parce qu'on ne savait pas lequel allait marcher. Oui. Donc la Commission européenne avait fait à l'avance des accords avec 7 compagnies. En se disant, s'il n'y en a qu'un seul qui marche, autant qu'on ait un accord avec cette compagnie. Il se trouve qu'il y en a plusieurs qui marchent. Oui. Et du coup, on se retrouve à gérer un peu l'abondance. Exactement. Donc, on va devoir choisir entre plusieurs vaccins, mais ça, c'est de la bonne gouvernance que d'avoir dit on préfère être prêt pour en avoir plusieurs, au moins un en tout cas. Et ces vaccins pourraient, et c'est là où on apprendra par exemple, qu'il y en a, peut-être que celui d'AstraZeneca, c'est écrit entre les lignes, protégerait contre l'infection.
Tandis que ceux de Pfizer et Moderna protègent contre les complications graves. Donc peut-être qu'on pourra se dire, les gens à risque de complications graves. AstraZeneca qui sera beaucoup moins cher d'ailleurs. Hein. Qui sera beaucoup moins cher. Alors ils ont tous des qualités et des défauts, ces vaccins. Bien sûr, bien sûr. Et certaines seront la conservation, comme vous Bien faites référence avec AstraZeneca versus Pfizer Moderna. Il y aura le coût, beaucoup moins cher pour AstraZeneca. Et puis il y aura peut-être, je protège contre l'infection, je protège contre les formes graves, et des populations différentes qui pourraient en bénéficier. Bien, mais c'est passionnant. Hein. On vous écouterait des heures. C'est passionnant sur les vaccins. Il va falloir revenir d'ailleurs pour nous parler de cela et pour détailler, parce que nous allons être tous confrontés à ces questions. Hein. Est-ce que je vais me faire vacciner? Quand vais-je me faire vacciner? Avec quel vaccin? Et par qui? Alors là, on pense aux infirmiers, on pense aux pharmaciens, on pense aux médecins généralistes qui devront être en première ligne pour vacciner. Alors les personnels soignants font partie des populations qui très vraisemblablement vont être prioritaires. Ça fait 2 millions de personnes en France. Mais qui nous vaccineront aussi. Et puis qui nous vaccineront. Alors là, je ne sais absolument pas comment ça va être organisé. Bien sûr, mais moi non plus. C'est en train de se réfléchir. Bon. Et rappelons quand même que pour la grippe, on vient de vacciner 12 millions de personnes. Oui. 12 millions quand même. Oui. Alors là, il y aura 2 doses. Ça va être un peu plus compliqué. Oui. Et puis, il va y avoir les problèmes des congélateurs. Mais c'est pas non plus insurmontable, mais ça demandera beaucoup de préparation. Alors, le passeport sanitaire, très vite, l'Australie réfléchit, c'est-à-dire que pour entrer en Australie, peut-être faudra-t-il être vacciné. Pour, je ne sais pas, pour aller au restaurant, peut-être faudra-t-il être vacciné. Pour voyager dans le monde, peut-être faudra-t-il être vacciné. Vous êtes favorable à ces passeports sanitaires? Non, je ne suis pas favorable. L'Australie est dans une situation très particulière. C'est une île, ils ont réussi à complètement éliminer la circulation du virus. Et ils veulent s'en protéger au maximum. J'y suis pas favorable parce que, 1, ça va être très compliqué. 2, vous allez avoir des faux passeports sanitaires qui vont se créer à gauche et à droite. 3, on crée un précédent qui est quand même grave parce que on est en train de se dire, d'accord, passeport sanitaire pour la Covid, mais pourquoi pas passeport sanitaire pour le VIH? Pourquoi pas passeport sanitaire pour etc., etc. Vous voyez un peu le précédent qu'on est en train de créer. Donc, à titre personnel, j'y suis pas favorable. Et à titre personnel, on sait pas encore. À titre personnel, bon. Et puis j'ai une dernière question sur l'isolement. Sur l'isolement des personnes qui ont contracté le virus, qui sont infectées. Vous avez vu que le débat est ouvert par le président de la République. Il a été ouvert dans d'autres pays bien avant nous. Ces personnes pourraient être contraintes à rester chez elles. Et si elles sortent, amende. Vous êtes favorable aussi? Est-ce qu'il faut les contraindre? Il y a des pays qui l'ont fait. Oui, bien sûr. Et même des pays proches de nous. Bien sûr, Italie, en Espagne, bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, l'isolement, c'est extrêmement important. Là où, jusqu'à présent, dans la maîtrise de cette épidémie, on a échoué, c'est l'isolement. On n'a aucun indicateur pour nous dire si les personnes s'isolent aujourd'hui. Or, c'est capital dans le contrôle d'une épidémie. Maintenant, comment est-ce qu'on assure l'isolement? Pour moi, c'est quand même beaucoup plus dans l'accompagnement. Si les gens ne s'isolent pas, c'est que ils ont besoin de sortir pour aller travailler, ils ont des raisons personnelles. Et c'est ça qu'il faut vraiment traiter de façon urgente, de rendre l'isolement possible pour ces personnes, plutôt que le contraindre par l'interdiction, parce que ce qui va se passer... Vous n'êtes pas favorable aux amendes? Non, mais ce qui va se passer très simplement, c'est que si vous savez que vous êtes positif et que du coup c'est un isolement obligatoire avec des amendes, eh ben vous n'irez pas vous faire tester quand vous avez des symptômes. Donc vous n'y êtes pas favorable? Je pense que c'est un mauvais calcul, parce que les gens qui auront des symptômes n'iront pas se faire tester s'ils savent que derrière, à la clé, il y a un isolement obligatoire. Il faut accompagner l'isolement. Bien, merci professeur Arnaud Fontanet d'être venu nous